Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des lois Jules Ferry 1881-1882. C'est parti. Alors, on va commencer par présenter l'auteur de ces lois, enfin celui qui a donné son nom à ces lois, mais il n'était bien sûr pas le seul à les rédiger. Jules Ferry, il est né en 1832, il est un homme politique français du 19e siècle, il était de formation avocat, ce qui lui donne une certaine prestance et une certaine culture, bien évidemment. Il entre dans la vie politique dès les années 1860. Il est notamment, à partir de 1868, député de Paris. Puis il partira dans les Vosges, où il sera également député de 1871 à 1889. En 1879, il devient ministre de l'Instruction publique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale, qui n'avait pas tout à fait le même nom à l'époque, mais l'objectif était le même. L'idée était de scolariser le maximum des enfants français rapidement. Par la suite, il va être élu président du conseil. On reviendra en cours sur ce que c'est que le président du conseil et le conseil en lui-même. Jules Ferry a enclenché un mouvement, l'idée de scolariser un maximum d'élèves. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée au départ, puisque c'est un projet qui date de bien avant. Ça a commencé avec la Révolution française, je vous explique ça juste après. Mais Jules Ferry aura eu le mérite de faire voter cette loi et d'aller au bout des choses pour les rendre légales et donc définitives, jusqu'à modification possible. Mais jusqu'à présent, la France a décidé de conserver cet objectif de scolariser sa population pour en faire de bons citoyens. L'école est déjà un objectif en soi depuis le début du 19e siècle. Avant que la République ne se mette en place, on avait déjà sous la Restauration et la monarchie de Juillet un objectif de moderniser l'école et de faire en sorte que les enfants puissent aller le plus longtemps possible à l'école. Dès la Convention, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, les députés envisagent de rendre l'école primaire obligatoire. Cependant, ça n'est pas fait à ce moment-là, il faut attendre 1833, c'est-à-dire sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire sous Louis-Philippe Ier, pour que son ministre Guizot fasse voter la loi Guizot. Ils sont toujours très originaux dans leur nom de loi, qui va rendre la création d'une école primaire obligatoire dans toutes les communes de plus de 500 habitants. C'est déjà un gros progrès. Ça ne permet pas à tous d'aller à l'école, puisque vous avez énormément de communes qui n'ont pas 500 habitants, notamment au début du 19e siècle, mais c'est déjà un progrès. L'objectif, c'est de scolariser les Français afin qu'ils puissent être instruits et donc qu'ils deviennent de bons petits Français, qu'ils puissent vivre de manière plus épanouissante et surtout, s'ils apprennent à lire, écrire et compter, ils pourront se débrouiller beaucoup plus facilement dans une société qui est déjà en train de changer. Au début du 19e siècle, on voit les prémices de l'ère industrielle arriver. Et donc c'est important d'avoir un minimum de connaissances. L'idée de créer des écoles pour les communes de plus de 500 habitants s'accompagne également de rendre l'école gratuite si on veut la rendre obligatoire. En 1833, on a déjà l'idée que dans chaque école, si les familles n'ont pas les moyens de payer la scolarisation, elles seront payées par la commune. Donc voilà, on prend en compte les revenus de la population, mais vous allez voir, dans les années qui suivent, l'objectif c'est de rendre cette gratuité pour tous. Lorsque Jules Ferry devient ministre de l'Instruction publique, son objectif c'est que tous les petits Français et toutes les petites Françaises puissent accéder à l'école. Et pour la rendre obligatoire, il faut absolument qu'elle soit gratuite. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire quelque chose s'il est obligé de payer. Ça aurait été très compliqué de passer cette loi et de la faire appliquer surtout. Le 16 juin 1881, la loi rendant l'école gratuite est votée et promulguée. C'est donc à partir de cette date que l'école devient gratuite pour tous, garçons et filles. Il faut attendre l'année suivante, le 28 mars 1882, pour que l'école devienne obligatoire et laïque. Obligatoire, je m'explique. Comme il a fallu le temps qu'elle devienne gratuite, le temps que les choses se mettent en place, voilà, on en est venu à valider la loi en 1882. Aujourd'hui, les choses vont toujours très très vite dans la société, mais le temps législatif n'est pas le temps médiatique, n'est pas le temps du quotidien. Ça prend parfois beaucoup plus de temps de faire passer une loi que d'exprimer l'idée publiquement. L'instruction devient obligatoire, pas l'école. On a tendance à dire effectivement l'école devient gratuite, laïque et obligatoire. Non, l'instruction devient obligatoire, c'est-à-dire que les enfants vont devoir être instruits soit à l'école par un instituteur ou une institutrice, soit à la maison. Alors dans le texte de loi, je vous le remets là, c'est inscrit que le père de famille peut faire l'enseignement lui-même ou donner procuration à toute personne dont il juge confiance, à qui il accorde sa confiance.
Voilà, vous voyez, on est en 1882 du coup. L'autorité parentale est encore très 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 masculine en fait. On est dans une société patriarcale, il ne faut pas l'oublier à ce moment-là, c'est très important. Aujourd'hui, l'école à la maison a tendance à être remise en question, le gouvernement envisage de supprimer cela. Le débat reste ouvert, mais c'était déjà un progrès, c'est-à-dire que même si vous n'alliez pas à l'école, il fallait forcément que vous ayez une instruction et normalement il y a des contrôles. Et encore aujourd'hui, les parents qui choisissent l'école à domicile doivent justifier de l'enseignement qu'ils procurent à leurs enfants. Cette obligation d'aller à l'école, elle va pour les enfants de 6 à 13 ans, garçons et filles. Pour les deux, c'est donc une réelle amélioration pour les filles qui jusque-là étaient un petit peu les perdantes, et c'est aussi un changement pour les enfants dans les campagnes qui souvent étaient avec leurs parents pour les aider aux tâches dans les champs, dans la ferme, etc. Aujourd'hui, on se place en 1882, bien sûr. L'école devient obligatoire pour tous et donc les enfants sont obligés d'aller à l'école, même si les parents d'habitude les emmenaient avec eux travailler. Il reste des aménagements possibles. Par exemple, aujourd'hui, les enfants vont à l'école le mercredi matin et ne travaillent, ou pas le mercredi, ça dépend des lieux. Hein. Des fois c'est 4 jours, des fois c'est 4 jours et demi. Mais on laisse toujours un temps disponible, soit pour l'éducation religieuse, je reviendrai juste après, soit aussi pour l'aide pour les parents. Par exemple, pendant les moissons, on libère un petit peu plus facilement les enfants afin qu'ils puissent les aider. Voilà. Il faut que les choses prennent le temps de se mettre en place, et aujourd'hui, évidemment, l'école est obligatoire et il y a très très peu de personnes qui envisageraient de ne pas mettre leurs enfants à l'école ou de ne pas les instruire à la maison. Mais ça prend du temps. L'instruction à la maison, c'est vraiment très très contraignant. Pour les parents, c'est beaucoup de travail. Je vais vous parler de laïcité. L'école devient laïque donc avec cette loi du 28 mars 1882. Et c'est un gros changement puisque jusque-là, la majorité des instructions, quelles qu'elles soient, religieuses ou pas religieuses, étaient faites par les curés dans les villages. C'est eux qui s'occupaient des écoles et les bonnes sœurs pour les jeunes filles quand elles allaient à l'école. Et du coup, c'est vraiment un gros chamboulement pour la société et les curés se retrouvent dépossédés de cet enseignement. D'un point de vue institutionnel. Le gouvernement a bien conscience qu'il est difficile de supprimer totalement la vie religieuse. On est en 1881, même si la société évolue, on est encore profondément religieux et notamment profondément catholique en France. Donc, le gouvernement va instaurer un espace dédié à l'instruction religieuse, mais en dehors de l'école. On laisse du temps. Je vous ai dit, aujourd'hui, les enfants ne travaillent pas soit le mercredi après-midi. Avant, c'était le jeudi. Et en fait, ce temps était consacré, généralement, au catéchisme. Les enfants allaient apprendre, ou autres enseignements religieux. Les enfants avaient donc ce temps qui était dédié pour aller instruire leur vie personnelle. C'était les parents qui devaient décider d'envoyer leurs enfants apprendre la vie religieuse et plus l'école qui s'en chargeait. Ce n'est plus l'État qui gérait cette partie-là. On est vers le début de la laïcité. Hein. Vous la voyez venir, la laïcité comme on la connaît aujourd'hui. Ce sera dans la prochaine vidéo. Cependant, l'école a aussi un rôle moral. En effet, au lieu de l'instruction religieuse, on va avoir l'instruction morale et civique. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux enfants à être de bons citoyens et de bonnes personnes. On leur donne des cours pour savoir se tenir en société et savoir comment fonctionne la République et comment être juste un bon citoyen qui aime son pays et qui participe à la vie de celui-ci. L'enseignant, qu'on appelait l'instituteur, est un métier qui existait déjà, mais qui là va s'institutionnaliser. On va avoir la création des écoles pour les instituteurs, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui l'ESP ou anciennement l'IUFM, c'était l'école pour les instituteurs et les institutrices. On appelait cette horde d'instituts qui ont été formés à la fin du 19e siècle les hussards noirs de la République en rapport avec leur costume. Je vous mettrai une photo. L'idée, c'est que pour faire des bons petits Français, des bons citoyens, il faut absolument qu'on ait une armée d'instituteurs qui vont aller dans toutes les communes de France pour instruire. C'est instituteurs qui instruisent, c'est très répétitif, mais c'est le cas, pour instruire les citoyens et pas uniquement instruire des connaissances intellectuelles, mais aussi des valeurs morales, des façons de se comporter. L'instituteur instruit et éduque. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans ce fonctionnement-là, mais à la fin du 19e siècle, l'enseignement de l'instituteur devait à la fois servir à la connaissance de l'élève, mais aussi à sa vie dans la société. Ce qu'on fait et ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, vous avez vu, l'école a beaucoup changé entre 1833, l'apparition des écoles primaires dans les communes de plus de 500 habitants,
puis les lois de 1881-1882, les lois Ferry qui ont rendu l'école gratuite, obligatoire et laïque pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Aujourd'hui, on est dans une instruction obligatoire de 3 à 16 ans avec une obligation de formation entre 16 et 18 ans. Donc vous voyez, plus ça va, plus on agrandit le moment où les enfants doivent aller à l'école ou au moins être instruits. Vous le savez, si vous êtes mes élèves, il n'y a pas que l'éducation nationale qui instruit et donne des formations. Là, nous, on est dans un CFA et vous apprenez à la fois des connaissances théoriques, notamment avec moi en histoire géo, mais aussi pratiques. Vous apprenez, vous avez une culture, on vous instruit, on vous donne des connaissances et c'est ça l'important. J'espère que vous aimez votre métier et c'est ça le plus important. L'école est là pour vous donner envie de connaître le monde, d'apprendre plein de choses. Alors même si les méthodes ne sont pas toujours très agréables pour vous, c'est peut-être parfois très rébarbatif, vous instruire c'est hyper important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le fonctionnement des lois les lois Ferry, 1881-1882. Je pense que je l'ai répété plusieurs fois, ça devrait être rentré. N'hésitez pas à me poser toutes les questions dont vous avez besoin en commentaire ou m'envoyer un mail si nécessaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, la loi de séparation des églises et de l'État.